Alors, Monsieur Vincent Aubiré, la Côte d'Ivoire vient de sortir il y a une dizaine de jours d'un scrutin marqué par le boycott d'une grande partie de l'opposition et la victoire écrasante du président Alassane Ouattara qui rempile pour un troisième mandat consécutif. Tout ceci fait naître une grande polémique qui n'est pas, on dirait, prête à s'estomper. Alors, pour commencer, quelle lecture personnellement faites-vous de la situation actuelle? Merci beaucoup pour le privilège que vous me faites de m'inviter sur votre chaîne. Et comme vous l'avez décrit, il y a une situation politique qui préoccupe actuellement en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO s'y sont penchés, ont fait des recommandations. Et l'analyse que moi j'en fais, c'est que dans l'évolution politique d'un pays, il arrive des moments où des situations conjoncturelles, mais également des dissensions, des différentes approches produisent ce genre de crise. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'était un peu prévisible parce que nous sommes dans une situation de post-conflit. Et vous savez que dans une situation de post-conflit, il y a des risques de résurgence des conflits antérieurs. Il faut aborder ces situations avec beaucoup de délicatesse. Et le processus électoral, je dirais le processus politique qui nous a amenés à 2020, a donc a ouvert donc les brèches qui étaient mal fermées, notamment la réconciliation, notamment les questions de succession, notamment les questions de cohésion au sein des blocs politiques. Et c'est le résultat de toute cette conjoncture de situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, la tension n'a pas baissé après la proclamation des résultats, dont les chiffres font d'ailleurs beaucoup de questionnements. Finalement, est-ce que la population ivoirienne n'est pas otage de la classe politique de façon globale? Mais la population ivoirienne est aussi actrice de certaines de ces crises. Certaines sections de la société sont activement engagées. Hier, par exemple, j'ai fait des vidéos pour demander aux populations de ne pas s'inscrire dans des actes de violence, des appels à la haine. Donc, c'est une question d'éducation. Donc, les otages des partis politiques, c'est le terme qu'on dirait. Mais moi, je trouve que c'est dégager la responsabilité des populations. Un pays vit par ses populations. Vous m'interviewez actuellement du Sénégal. J'ai dirigé des missions au Sénégal. Et vous, au Sénégal, vous avez une certaine notion, une certaine conscience de la participation citoyenne. Il y a des limites chez vous qui ne sont pas franchies en termes de respect des droits ou des libertés. Et vous vous impliquez en tant qu'acteur de société civile. C'est une tradition chez vous. Et donc, il faut que cette tradition arrive en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que les hommes politiques prennent en otage. Un homme politique, il est seul, il est unique, c'est un individu. Il n'a pas d'âme ni de mélange dans la main. C'est des instructions qu'il donne. C'est des populations peut-être qui n'ont pas un certain niveau d'éducation, qui acceptent un certain niveau de manipulation. Je ne veux pas rentrer dans cette passivité, sinon on accuse les autres. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que population? Vous, mes frères ivoiriens, quel appel pour la paix ils lancent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui refusent les violences, les manipulations? Regardez les images horribles que nous avons hier de la ville de Mbato. Horrible, inimaginable en Côte d'Ivoire. Et c'est là que la population se lève pour dire non. Mais ce n'est pas toujours rejeter la responsabilité dans le camp des politiciens et laisser une population qui n'a aucune responsabilité, qui se sent totalement dégagée, qui est indemne et qui est exempte de tout reproche. Oui, c'est vrai, les politiciens doivent repenser leurs approches. Mais c'est tout aussi vrai que les populations doivent s'impliquer pour que le pays émerge vers des horizons meilleurs. Alors, est-ce qu'il faut craindre que tout ceci ne fasse renaître les démons de la crise d'il y a 10 ans, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? Non, les démons de la crise sont déjà là. Quelle était la crise? On avait une crise électorale en 2010. On avait des situations sécuritaires en 2010. On les a encore. On avait une dissension des partis politiques. On les a encore. On avait des opinions différentes sur le processus électoral. On les avait encore. Mais il ne faut pas attendre que ça atteigne un certain niveau. Il faut agir maintenant. Et je reviens encore, c'est la responsabilité des partis politiques de dire, attention, nous mettons dans la terre, c'est de la responsabilité des populations, de la société civile, de tout le monde, des diplomates, des institutions internationales. Moi, j'ai été marqué, j'étais chef de mission chez vous, c'est en 2012, je crois, l'élection, le premier mandat du président Macky Sall. Mais vous vous rappelez, j'étais là, j'étais à l'hôtel, on attendait, c'était tendu. Mais lorsqu'à 21h, 22h, le président Ouad a fait ce communiqué pour accepter sa victoire, mais le lendemain, j'étais dans la rue de Dakar comme s'il n'y avait jamais eu d'élection. Comme s'il n'y avait jamais eu d'élection. Tout est rentré de la vie. La tension est retombée, on a repris la vie normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine maturité au niveau du peuple sénégalais.
Il y a une certaine maturité aujourd'hui également au niveau des hommes politiques. Et c'est ce que je disais tantôt. C'est tout ça qui permet de faire un pays. Et aujourd'hui, il est temps que les hommes politiques de tous bords fassent concession. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous disons comme message. Nous, qui faisons la promotion de l'organisation Homme Nouvelle, on dit, essayez de vous élever, comme le Sénégal l'a fait, comme le Ghana le fait, comme certains pays le font, pour arriver à stabiliser le pays et aller vers l'essentiel, c'est le bonheur de nos peuples. Alors, dites-nous, le score écrasant et le taux de participation qui égale presque celui de 2015 vous paraissent justifiés dans ce contexte-là? Pour vous dire, je n'aimerais pas rentrer dans ce débat parce que je n'ai pas observé les élections, je n'ai pas tous les éléments, tous les chiffres. Je lis les rapports des observateurs de la CEDEAO, de l'Union africaine, de EISA, du Sun Carter, de Indigo, de WANEP. Et donc, moi-même, je fais des analyses. Vous voyez une analyse que j'ai faite sur ma page Facebook qui date du lendemain des élections, qui a prédit déjà tous les événements que nous vivons. Je suis en train de lire tous ces rapports pour me faire une opinion. Mais on va faire des analyses au sein de notre organisation. Vous n'avez pas encore une opinion tranchée là-dessus? Non, je veux dire en termes d'opinion tranchée, vous le savez, vous connaissez ma position. Je veux dire, j'ai toujours prévenu. J'ai toujours prévenu qu'il y aurait des difficultés en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, sur le plan scientifique et mathématique, des taux de participation, des comparaisons, je n'ai pas ces éléments parce que je n'ai pas observé. Mais je suis en train de lire l'ensemble des rapports que j'ai reçus des différents groupes et on pourra faire des analyses un peu plus approfondies. Mais il y a des leçons à tirer. Quel avis avez-vous de la stratégie de boycott de l'opposition? Est-elle tombée dans son propre piège ou est-ce un choix explicable vu la position radicale qu'elle a eue sur l'illégalité, disent-elles, disent ces leaders de l'opposition sur la candidature de président Alassane Ouattara? Je ne suis pas de l'opposition politique ivoirienne, je ne suis pas non plus du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis un ex-haut fonctionnaire qui a démissionné de sa fonction et qui est maintenant dans la société civile. Je suis un simple citoyen qui mène sa vie ordinaire. Donc, je ne sais pas en interne quelle a été la stratégie de l'opposition parce que moi, je ne l'ai pas encore lue, je ne la connais pas. Mais je dis qu'aujourd'hui, les positions politiques, tant du pouvoir en place que de l'opposition, ont conduit le pays à une impasse qui est là. Et une semaine avant les élections, j'ai animé une conférence sur le thème justement Côte d'Ivoire, difficile impasse, qui préemptait ces difficultés. L'opposition a-t-elle bien fait? S'est-elle bien engagée? A-t-elle pris les bonnes décisions? Des éléments ont-ils manqué dans le dispositif qu'ils avaient mis en place pour peut-être pour la conquête du pouvoir? Je ne sais pas, je ne suis pas informé, je n'ai jamais lu un document. Vous l'avez lu peut-être, moi je n'ai jamais vu un document stratégie de l'opposition, je n'ai jamais vu non plus un document stratégie du parti au pouvoir. Donc je suis pas bien. En parlant de stratégie, je parle surtout de la décision de boycotter le scrutin de façon globale. Mais ça fait partie de la stratégie, je suppose. Ils ont décidé de boycotter longtemps avant le jour du scrutin. Je suppose que ça faisait partie d'un ensemble, d'une stratégie concertée, coordonnée, et qui avait un but précis. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas quelles sont les différentes déclinaisons de cette stratégie. Mais je constate qu'aujourd'hui, l'opposition et le parti au pouvoir sont dans une situation qui n'aide pas la Côte d'Ivoire et qui fait craindre le retour des démons que nous croyons éloignés à jamais. Alors, le président Ouattara pourra-t-il gouverner sereinement dans ce contexte avec des opposants privés de liberté, d'autres qui sont actuellement également hors du pays, mais qui continuent d'avoir un avis assez tranché sur son troisième mandat-là? Très bonne question, monsieur. Et là, une partie de la réponse se trouve dans l'initiative au moment où je vous parle. Il semble que dans une heure et demie, le président Alassane Ouattara et le président Ari Konan Bédié vont se rencontrer quelque part ici à Abidjan pour discuter. Cette rencontre en elle-même est peut-être une réponse à la préoccupation que vous avez, mais qui est également la préoccupation de tous les Ivoiriens. Est-ce qu'on va vivre normalement? Au-delà de gouverner en tant que président, il s'agit de la vie sociale, la vie de tous les jours, de notre vie économique. Est-ce qu'on pourra se déplacer d'un point à l'autre? Et donc, avec ce que nous voyons, on dit qu'il ne faut pas ménager les efforts pour y aller. Il faut, aujourd'hui, c'est le président Ari Konan Bédié. Demain, il faudra élargir ces négociations avec toutes les autres sections politiques. Mais il est important que le dialogue s'ouvre maintenant à toutes les sections de la société et à toutes les sections, toutes les forces vives politiques pour qu'on retrouve une vie normale comme avant que tout ce processus électoral ne commence, à dire avant juillet 2020. Donc, il y a préoccupation. Et c'est ce que j'ai dit ce matin dans l'appel que j'ai lancé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. On ne peut plus se voiler la face. Il y a problème. Il y a des morts. Il y a des tueries. Il y a des affrontements. Ce face-à-face attendu devrait être un déclic entre Bédié et Ouattara. L'intention et l'initiative sont déjà très louables. On attend le résultat. Et on l'espère, ici en Côte d'Ivoire, que chacune des deux parties ne le fait pas juste parce qu'elle veut donner une impression de normalisation.
on espère que cela est fait dans la vraie raison de stabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, votre démission au mois d'août dernier, à quelques semaines du scrutin, a été très commentée sur les réseaux sociaux. Est-elle liée à la situation politique dans votre pays? Je n'aimerais pas répondre à cette question. Je suis un acteur de la société civile aujourd'hui. Je suis un acteur de la société civile. Je suis un citoyen. J'ai retrouvé... Je mène la vie que je menais quand je ne portais pas ma tenue. Vous avez créé le mouvement Aube Nouvelle. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que vous fassiez le grand saut dans l'arène politique ou non? Tout le monde pose cette question et souvent ça me fait plaisir. Ça veut dire que on fait de moi un super-héros malgré moi. Je voudrais rappeler que j'ai 12 années de vie internationale dans pratiquement 43 pays d'Afrique, y compris le Sénégal, où j'ai formé des acteurs de la société civile. J'ai contribué à certains processus électoraux au Sénégal et ailleurs. Et donc, je suis revenu en Côte d'Ivoire pour servir mon pays. Et j'ai estimé que cette expérience que j'ai acquise là, je pourrais l'utiliser autrement. Donc, j'ai mis en place Aube Nouvelle, qui fait ce que je faisais avant, la participation citoyenne, dans laquelle vous êtes très fort au Sénégal, l'engagement des citoyens dans les décisions publiques, la construction d'un leadership. Parce que nous pensons qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique, il y a un problème de leadership, il y a un problème d'affirmation de notre identité dans nos villages, dans nos communautés au niveau national. S'il y avait cette affirmation de nos choix, de nos volontés, de notre force intérieure, de nos opinions, il y a des situations de crise qui ne seraient pas là. Et Aube Nouvelle a encore pour but de faire quelque chose que vous, au Sénégal, une chose dans laquelle vous avez acquis une certaine expertise, c'est la production de réflexions intellectuelles. Mais souvent, il y a 10 ans, 20 ans. Souvent au Sénégal, c'est la porte ouverte également vers l'engagement politique. Est-ce que, je répète encore une fois la question, est-ce que vous, avec votre nouveau mouvement Aube Nouvelle, vous êtes en voie d'intégrer justement cette arène politique, comme on dit? Et je réponds à votre question encore, que je voudrais dans mon mouvement, que nous puissions réfléchir à l'avenir de la Côte d'Ivoire, à l'avenir de l'Afrique. Mais la relation, et ça, je voudrais quand même, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, il faut démystifier la question de la politique. Et je l'ai dit, c'est parce que des magistrats, des journalistes comme vous, des médecins, des psychologues, des pilotes, des gens qui ont un certain niveau de vie fuient l'arène politique, que beaucoup de postes politiques en Afrique sont occupés par des gens qui sont les plus violents et excusez-moi le terme, souvent les plus médiocres. C'est parce qu'on a fait de la politique un champ de violence, un champ d'incompétence. Quand vous avez un ami qui s'engage en politique, on dit attention, attention, c'est dangereux. Mais si vous videz l'arène politique, qui va faire les lois? Qui va faire les politiques stratégiques? Qui va faire l'orientation? Qui va déclencher le développement? Donc, faire la politique, c'est de façon naturelle. Tout le monde fait sa politique à son niveau. Donc, c'est ce que nous demandons. Essayez d'enlever ça. On invite aujourd'hui tous ceux qui ont des idées à partager, des valeurs. Moi, je suis allé au Sénégal, je me rappelle une fois, et dans les interviews avec des personnalités, j'ai rencontré un vieux chef de parti sénégalais. Mais il est pétri d'intelligence. Il me ramène à certaines notions d'Afrique jusqu'à 1800. Mais quelqu'un comme ça, quand il est hors du champ politique, qui apporte ses valeurs? Tout le monde peut faire la politique, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de valeur, un peu de substance dans ce jeu politique. Sinon, la politique sera animée par ceux qui savent crier le plus fort. La politique sera animée par ceux qui ont la violence. La politique sera animée par ceux qui savent intimider leurs camarades. La politique sera animée par des gens qui ne sont pas capables de donner une idée forte et d'avoir un impact sur la population. Donc, nous travaillons. Si demain, ça nous mène à des responsabilités, c'est normal. J'étais à un haut poste de responsabilité. Aujourd'hui, je suis dans la population. Mais si demain, j'exerce une responsabilité, pourquoi ça ferait suspect que je vais contribuer à mon pays? Je contribue au niveau de base et je suis très heureux. Demain, si je suis appelé à une contribution supérieure, je le fais. Demain, si j'estime que je voudrais avoir certaines ambitions, mais dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de mon pays, cette ambition, je la mets en œuvre. Tant que je respecte les lois et règlements. Mais je suis convaincu qu'à tous les niveaux où on se trouve, on peut contribuer à la société. Et aujourd'hui, je suis un citoyen de base et je suis très heureux du travail de sensibilisation. Je suis très heureux de parcourir les bas quartiers dans la boue et demander aux gens de ne pas faire la guerre. Et c'est déjà une contribution politique à la stabilisation de mon pays. Tout ce qui viendra après n'est que développement peut-être de nos activités ou de nos aspirations. Alors, vous êtes expert de questions électorales en Afrique, vous l'avez déjà dit. Quelle lecture faites-vous de la situation globale de la sous-région ouest africaine qui est aujourd'hui menacée par les mêmes problématiques entre les candidatures pour un troisième mandat, les violences électorales? Quelle lecture globale faites-vous de cette situation dans nos différents pays de cette sous-région ouest africaine? En 2008,
j'avais fait un inventaire des élections. Il y avait eu environ 3500 élections qui avaient eu lieu en Afrique depuis l'indépendance. C'est-à-dire élections présidentielles, locales, sénatoriales, GFRI, toutes formes d'élections. Entre 2008 et 2020, apparemment, on a eu plus de 1500 élections de toutes sortes. C'est une estimation vraiment survolée. Donc, plus de 5000 élections de toutes sortes tenues en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, les coups d'État sont relativement rares comparés à avant. Donc, on a eu quand même une évolution. Il ne faut pas être totalement négatif sur la question de développement politique en Afrique. On a eu quand même une évolution où aujourd'hui, même si des élections ne sont pas toujours organisées de la façon qui est acceptée par tous, le passage obligé sans mettre une élection. Un coup d'État aujourd'hui, ça paraît loin des préoccupations des populations. C'est déjà un acquis au niveau des consciences africaines. Mais il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, une élection, le lendemain, on soit heureux. Comme je l'ai dit, j'ai été très marqué par la première élection du président Macky Sall. Le lendemain, il n'y avait rien dans la rue de Dakar. Vous aurez l'impression qu'il n'y a jamais eu d'élection la veille. Et c'est ça. Arriver, gagner, accepter, perdre. Quand les règles sont respectées, on passe à autre chose. En ce qui concerne mon pays, nous avons, et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que je dis, dans notre élan, on doit apprendre à réfléchir et à proposer. La Côte d'Ivoire a un cycle de 10 ans de conflits. De 60 à 70, on a eu des conflits. En 80, on a eu des conflits de nature électorale. En 90, on a eu le multipartisme, l'ouverture à la démocratie multipartite, et il y a eu des conflits. En 2000, nous avons eu un coup d'État et un conflit électoral. En 2010, nous avons eu l'un des plus graves conflits politiques de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. En 2020, nous avons. Et c'est ça que je pose la question en tant qu'Africain. Allons-nous laisser de façon irréversible les conflits revenir par cycle sans rien faire? Il y a un moment où nous nous asseyons pour dire, mais qu'est-ce qui est la cause de la récurrence de ces conflits? Et on essaie d'y travailler. Ce n'est pas 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois d'une élection qu'on commence à réfléchir. Pendant qu'on prépare un processus électoral, on prépare également tous les éléments qui sont sources de conflits. Tous les éléments, les conflits fonciers, économiques, la prise en charge des populations, les besoins, les éléments de satisfaction des populations, la sécurité, même les conflits historiques, les conflits sociologiques qui sont enfouis, se réveillent pendant une période électorale. Donc, l'approche électorale en Afrique, aujourd'hui, doit être complète, doit englober tous ces éléments. Pourquoi on ne se focalise pas qu'à nommer le président de la commission électorale, les bureaux de vote, les bulletins de vote, la logistique? Donc, c'est une approche aujourd'hui qui doit être un peu plus élaborée pour éviter les conflits en Afrique. Mais la situation est grave. On voit le recul de la démocratie dans certains pays. Mais d'une façon générale, la tendance ouest-africaine n'est pas mauvaise. Il faut la CENI et la CEDEAO a un grand rôle à jouer pour que des règles soient établies et soient respectées par tous. C'est ensemble que nous pourrons arriver à consolider la démocratie en Afrique de l'Ouest et en Afrique d'une façon générale. Alors, avant-dernière question, M. Taubiré. Une liste de membres supposés d'un gouvernement du CNT a été publiée sur les réseaux, vous y incluant. Vous aviez vite fait d'ailleurs de démentir. Aujourd'hui, dans quelle posture êtes-vous? Vous voyez dans un rôle de médiateur ou êtes-vous proche d'un des deux camps, même si, comme vous le dites, vous êtes dans la société civile depuis le mois d'août? Oui, effectivement, j'ai vu une liste qui est passée, mais pour tous les administrateurs, pour tous ceux qui ont une notion de base de l'administration, un gouvernement, il se forme avec certains critères, même dans l'ordonnancement des différents postes d'un gouvernement. La grande médiation en Côte d'Ivoire est une institution à part entière, elle n'est pas une attribution à l'intérieur d'un gouvernement. Un gouvernement qui n'est pas signé, même la typographie, l'écriture, déjà laisse à désirer. Donc, c'était pas, je veux dire, quelqu'un s'est assis dans son salon et il a mis des noms qu'il voulait, et donc, c'était pas celui. Ce qui m'a surpris, c'est même qu'on prenne au sérieux que quelqu'un se soit assis quelque part pour former un gouvernement de lui-même et qu'on le prenne au sérieux. Ça dit le niveau de fébrilité et de volatilité aussi de la situation, qui fait qu'on croit même à des initiatives de personnes qui sont assises dans le salon. Maintenant, moi, mon rôle, je n'ai pas de rôle à m'assigner. Si vos téléspectateurs vont sur ma page Facebook, je fais beaucoup de sensibilisation. Et ce n'est pas maintenant parce qu'il y a la crise. Pendant mes fonctions, je faisais beaucoup de sensibilisation à la paix. J'intervenais dans tous les conflits locaux qui étaient dans ma circonscription. Dès que j'ai démissionné, je n'ai fait que même définir les conflits parce que je savais que dans le développement actuel politique, il pourrait y avoir des crises. Donc, je suis là, je joue mon rôle. Si on m'appelle comme médiateur, je pars. Mais la médiation que je fais aujourd'hui, c'est la médiation des bas quartiers. Vous étiez ici à Abidjan, vous auriez pu venir avec nous, mais je n'ai pas eu le temps de vous étiez parti avant. Mais aujourd'hui, je fais la médiation dans les bas quartiers, où il y a des concentrations, il y a des Sénégalais, des Mauritaniens, des Burkinabés, des Maliens, des gens du nord de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire, de l'Ouest, qui vivent sur de petits périmètres avec des difficultés sociales, mais qui s'entendent très bien. Ceux-là peuvent se mettre à se battre
et à se déchirer si demain un politicien vient essayer de la diviser. Et c'est là que se trouve le péril. 95% des conflits, 95% des conflits politiques, sociaux ou post-électoraux ont lieu dans les bidonvilles et les bas quartiers. 100% des conflits intercommunautaires surviennent dans les localités où des conflits intercommunautaires ont déjà eu lieu. Donc, c'est sur cette base que moi, je travaille pour l'instant. C'est la mission que je me suis assignée en tant que citoyen de mon pays. Alors, et citoyen d'Afrique. Dites-nous, aujourd'hui, 3 mois après votre démission, en dehors de ces activités-là, qu'est-ce qui constitue un peu votre quotidien? Et c'est ça, c'est très important. Il y a une vie après le pouvoir. Et c'est ce que je dis ce matin dans mon adresse aux hommes politiques. C'est peut-être parce qu'on est tellement rivés sur nos privilèges, sur nos profits, sur nos opportunités qu'on a peur de laisser le pouvoir. Et dans la peur de laisser le pouvoir, on embarque toutes nos populations, on crée des dissensions dans la communauté. Et une vie après le pouvoir. Je mène une vie ordinaire des citoyens. Je marche tout à l'heure, après votre interview que j'ai avec vous, je vais former quelques jeunes pour qu'ils aillent dans les bas quartiers pour former. Donc, et cette vie est belle aussi. D'être libre, de s'arrêter au bord de la route, acheter des arachides, manger, aller ici, causer, avoir du temps pour les amis, se promener un peu. Et c'est une autre vie. Et il ne faut pas avoir peur de changer de vie. Il ne faut pas avoir peur de mener cette vie-là. C'est la peur d'être quelqu'un d'ordinaire qui pousse beaucoup de personnes à s'agripper, s'accrocher et détruire. Et il faut que les Africains fassent cette conversion. Aujourd'hui, Barack Obama est en train de se balader. Sarkozy est en train de se balader de grand pays en grand pays pour découvrir les beautés de la nature. Il participe à des conférences. Il motive les gens. Le président Sarkozy a fait beaucoup de pays pour aider les pays à monter des programmes économiques. Tony Blair fait aussi des lobbying auprès de certains États. Il essaie d'aider les États à se développer. Donc, après le pouvoir, je ne parle pas seulement du pouvoir d'État. Je parle même d'une responsabilité administrative ordinaire. Je vois des gens qui vont à la retraite, qui pleurent, qui ont eu des responsabilités très élevées pendant 40 ans. Quand ils doivent partir, ils s'agrippent, ils pleurent. Je vois des fonctionnaires souvent, quand on doit faire des mutations, qui tremblent. Non, il faut enlever ça. Et c'est ça. L'Afrique commencera à éveiller, à briller. Il y aura une aube nouvelle sur l'Afrique quand on va exercer des responsabilités avec lucidité, finir ses responsabilités, puis décider de partir quand on n'est pas d'accord, quand on a d'autres options, ou décider de rester. Et c'est ça que j'appelle le leadership. Quand on va le faire, ce sera bien. Et je mène une vie très bien. Peut-être même je vais me balader bientôt à Dakar et puis aller à Sali que je n'ai jamais visité. Je ne pouvais pas le faire avant, il me fallait toutes les autorisations pour bouger. Et donc, il y a une vie après les responsabilités. Et j'encourage tous les jeunes Africains à engager aujourd'hui de nouvelles responsabilités en ayant en tête que ça peut finir. Dès que vous prenez service, commencez à préparer votre dossier de passation de service parce que vous pouvez partir à tout moment. Dès que vous avez ça dans votre esprit, mais vous assumez vos responsabilités avec beaucoup de hauteur et de simplicité. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une vie après le pouvoir. Il y a une vie après les responsabilités. Et cette vie est souvent même, vous ne pouvez pas le deviner, plus belle que la vie où il y a tout le protocole, tout le faste qu'on pense avoir. Merci beaucoup, M. Vincent Taubiré. Je rappelle que vous êtes ancien préfet d'Abidjan. Vous avez démissionné au mois d'août dernier. Vous êtes aujourd'hui un acteur de la société civile ivoirienne, comme vous dites. On vous attend avec plaisir à Dakar. Merci à vous. Merci beaucoup.